La capacité opérationnelle, couramment connue par seulement la capacité, est par définition la quantité du flux qu'une ressource opérationnelle peut traiter pendant une période donnée. Par exemple 10 pièces par heure, 100 pièces par jour, ou 500 pièces par mois. Selon la quantité considérée, on peut distinguer deux types différents pour la capacité opérationnelle. La capacité théorique, qui est également connue par la capacité maximale ou nominale, est la quantité la maximale possible que la ressource peut traiter pendant la période. C'est donc la quantité qui sera traitée par la ressource si elle pourra travailler à sa vitesse maximale pendant l'ensemble de cette dernière. Sans l'existence d'un quelconque aléa qui causera le ralentissement de sa vitesse, son arrêt total, ou la destruction de sa qualité de traitement. Et la capacité réelle, qui est connue également par la capacité utile, est la quantité réelle que la ressource peut traiter effectivement pendant la période. Cette capacité peut donc être soit égale soit inférieure à la capacité théorique selon l'existence ou pas des aléas. Notons qu'on peut rassembler les aléas en trois types d'aléas différents comme indiqué dans ce tableau. La gestion de la capacité des ressources est d'une grande importance pour les entreprises. Car elle permet en la comparant à la demande du marché, de déterminer à la fois l'aptitude de l'entreprise à satisfaire la demande, et son aptitude à le faire au moindre coût. En effet, pour mieux illustrer son importance considérons le cas simple suivant d'une machine de fabrication qui a une capacité journalière de 200 pièces par jour. Alors, si la demande journalière du marché imposera à la machine de traiter chaque jour un flux de 300 pièces, ce flux journalier sera plus grand que sa capacité, ce qui implique qu'elle sera incapable de lui traiter dans son ensemble. Et donc qu'il lui restera à la fin de chaque jour 100 pièces qu'elle ne pourra jamais traiter. Alors, puisque les produits ne peuvent pas se vendre avec des pièces manquantes, l'entreprise ne sera ainsi capable de satisfaire que seulement une partie de la demande journalière totale du marché. Mais elle sera incapable de satisfaire le reste de la demande à cause de l'insuffisance de la capacité de notre machine. Et ce qui implique finalement qu'elle va rater chaque jour les gains correspondant à la vente des 100 produits manquants. Ceci même si les autres ressources de l'entreprise auront des capacités suffisantes pour fabriquer ces derniers. De l'autre part, si le flux journalier sera plus petit que la capacité de la machine, par exemple 100 pièces par jour, alors dans ce cas la capacité de la machine sera plus grande que la capacité minimum qu'il est possible d'utiliser pour traiter ce flux. Et qui correspond à une machine avec une capacité de seulement 100 pièces par jour. Ce qui implique donc cette fois que le coût dépensé sur notre machine sera 2 fois plus grand qu'au coût minimum qu'il est possible de dépenser pour satisfaire la demande du marché. Et ce qui va finalement augmenter le coût de fabrication des produits. Nous comprenons donc maintenant pourquoi la gestion de la capacité des ressources est importante pour les entreprises puisqu'elle conditionne à la fois leur aptitude à satisfaire la demande du marché, et leur aptitude à le faire au moindre coût. Le déséquilibre entre la capacité et la demande peut donc avoir des conséquences destructives pour les entreprises surtout s'ils surviennent dans plusieurs ressources à la fois. Pour réaliser l'équilibre, il faudra normalement que le rapport entre la demande et la capacité soit égal à 1. Mais vu que la demande est souvent aléatoire et non contrôlable, alors que par contre la capacité est rigide et présente une flexibilité limitée, il est souvent difficile de réaliser un équilibre parfait entre les deux. De ce fait, il suffira selon le cas, de chercher un rapport qui varie généralement entre 0,9 et 1 pour pouvoir réaliser un équilibre suffisant. Et pour le réaliser, voici une liste non exhaustive des actions que vous pouvez mettre en place. Notons finalement que pour chercher l'équilibre il faut utiliser la capacité réelle et non pas la capacité théorique. Car c'est elle qui prend en considération les différents aléas qui peuvent exister, et donc c'est elle qui reflète l'aptitude réelle de la ressource. Contrairement à la capacité théorique qui donne l'illusion que la ressource peut faire mieux que ce dont elle est capable de faire réellement.